Éternel, mesdames, messieurs, Shalom Aleichem, bienvenue pour cette rubrique consacrée aux grands personnages du peuple juif. Nous allons aujourd'hui évoquer le Chazon Ish. Le Chazon Ish est très connu du grand public en Israël, un peu moins, je présume, en France. En Israël, il a joué un rôle clé, notamment avant la création de l'État et dans les premières années de l'État, puisque l'État a été créé en 1948 et il est niftar en 1953. Il a été très certainement un des plus grands dirigeants spirituels du peuple juif durant ces 100 dernières années. Et il a marqué l'histoire du Yishuv, de la population juive d'Israël, de manière déterminante. Alors commençons par le commencement. Rav Avraham Yeshaya Karelitz, c'est son vrai nom, est né en 1878 à Kossava, en Biélorussie. Il est décédé en 1953 en Israël. Son père était le Av Bet Din, le président du tribunal rabbinique de la ville. Comme de nombreux dirigeants de son époque, il envoie son fils à la yeshiva de Volojine, la mère des yeshivot modernes. Mais, car il y a un mais, le jeune Avraham Yeshaya, le futur Chazon Ish, n'y reste pas longtemps. Ça peut paraître étonnant, mais il arrive que les grands dirigeants spirituels du peuple juif ne suivent pas un parcours classique. Ils ne vont pas toujours apprendre à la yeshiva, et c'est le cas du Chazon Ish, qui a préféré étudier, tenez-vous bien, dans la mezzanine de la synagogue de la ville. Ce qui d'ailleurs ajoute à sa grandeur, car finalement, c'est une forme d'autodidacte. En tout cas, pendant longtemps, il va même aider Rav Chaim Ozer Grozinski, qui est le dirigeant officiel du judaïsme européen et qui est décédé en 1940, à la veille de la guerre. Il va l'aider à rédiger toutes ses décisions. Et en 1911, à 33 ans, il publie enfin donc son premier livre, sous un nom d'emprunt, le Chazon Ish, l'homme qui voit, il voit de loin. Et Zeu Chacham, Arouet Adolam, le Chacham, c'est celui qui voit les choses. C'est un des ouvrages majeurs donc en matière de halakha, dans son style simple, profond, mais surtout encyclopédique. Il traite chaque sujet avec précision et génie. Tout le monde, évidemment, veut alors connaître le prodige qui a écrit ces livres. Mais le Chazon Ish, bien que connu donc des érudits en Lituanie, reste extrêmement discret. Il ne souhaite pas se faire connaître du grand public. Entre-temps, il s'est marié et, disons-le, il n'a jamais eu le bonheur de voir de naître des enfants dans son foyer puisque son épouse a eu plusieurs fausses couches, malheureusement. Mais d'une certaine manière, nous sommes un peu tous les enfants du Chazon Ish. Autre caractéristique, il n'a jamais accepté une fonction officielle, à l'exception de la période durant laquelle il a dû remplacer le Rav de la ville de Stovitz, qui était menacé de mort par les Russes communistes. En 1933, c'est l'année d'accession de Hitler au pouvoir, dans le cadre d'un vaste programme qui avait été mis en place par Rav Kook ici en Israël. Il monte s'installer donc ici en Israël, et il est déjà âgé de 55 ans. D'ordinaire, c'est un âge où on a déjà percé, comme on dit dans le vocabulaire des carrières publiques, mais le Chazon Ish n'aimait pas la publicité, ce qui n'empêche pas d'ailleurs Rav Grozinski quand même de, une bonne fois pour toutes, faire savoir qui est le Chazon Ish, puisque depuis Vilna, il proclame, selon l'expression de la Gemara, qu'un lion est monté de Bavel. C'était l'expression par laquelle Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, à l'époque du Talmud, a fait connaître la grandeur de Rav Kahana, qui est monté en Israël pour étudier chez le plus grand maître de son époque, qui était Rabbi Yochanan. Le Chazon Ish devient alors donc le dirigeant, la référence spirituelle en Israël. Ses positions sur les mitzvot liées à la terre d'Israël sont exemplaires. On est dans les années 50, c'est dans les années du début de l'État, enfin 40 et 50 après. Et c'est les années d'affrontement donc, entre la minorité religieuse et la majorité ultra-laïque. La pression est extrêmement forte. Lorsqu'il débarque en Israël, le Yishuv, la population juive, est dans un état spirituel qu'il qualifie, lui, de lamentable. On ne compte que quelques yeshivot. Les Talmidei Chachamim, les érudits qui consacrent leur temps à l'étude, sont ultra minoritaires. Et de plus, ils font l'objet d'un mépris quasi généralisé. C'est un désert que j'ai trouvé. Et j'ai voulu y planter la Torah, dira-t-il, pour expliquer sa détermination. Rappelons que le Chazon Ish était un homme faible du point de vue de sa santé. Il souffrait en permanence de maux de ventre. Il lui arrivait fréquemment de recevoir ses visiteurs allongés sur son lit. Et donc la question qui se pose est de savoir comment un petit homme, en taille, en tout cas physique, privé de soutien financier, peu intéressé par la chose publique, comment a-t-il pu générer une telle révolution? Parce que le Chazon Ish va bel et bien générer une révolution. Tout simplement par la force de son esprit, par sa crainte du ciel. En un mot, par son amour de la vérité. Sans jamais insulter, ni blesser, ni jeter de pierre, le Chazon Ish va initier un système qui fera la réussite des yeshivot par la suite. Nous ferons entrer des religieux partout, dans chaque ville, dans chaque quartier. Nous enverrons des rabbanim, des avrichim, des hommes mariés qui consacrent donc leur vie à l'étude de la Torah, dit-il à ses proches. À un père de famille de Hadera qui craignait pour la réussite de l'éducation de ses enfants et qui voulait revenir habiter à Bnei Brak, il répondit « Reste là-bas.
Celui-ci, évidemment, s'est étonné du fait que la semaine précédente, le Chazon Ish avait permis à un autre homme de déménager vers Bnei Brak. Et le Rav lui a répondu la chose suivante. Moi, je donne un conseil à chaque juif tel qu'il est. Celui qui pourra continuer de s'élever dans un milieu laïque, qu'il reste dans l'intérêt de l'endroit. Celui qui s'élèvera plus dans un milieu orthodoxe, il faudra qu'il vienne y habiter. Et c'est ainsi que le Chazon Ish va poser les fondations humaines de l'essor du monde de la Torah. Les positions du Chazon Ish sur la Shemitah, l'exigence de la Torah selon laquelle tous les 7 ans on doit cesser donc tout travail de la terre, ces exigences étaient connues pour leur fermeté. Ce qui était étonnant parce que cette mitzvah n'était que d'ordre rabbinique. Alors rappelons que, on va donner un peu de détails, que tous les 7 ans, donc, on est tenu de complètement cesser de cultiver, de tirer profit des champs en Eretz Israël. Beaucoup d'agriculteurs laïcs n'observaient pas cette mitzvah, bien évidemment. D'autres la contournaient en vendant leurs champs à un non-juif, puisque les terres d'un non-juif ne sont pas concernées aujourd'hui par les dispositions de la Shemitah. Or, cette vente était douteuse. Comment imaginer qu'un juif, venu habiter en Israël par idéalisme, puisse réellement se défaire d'un champ dont l'entretien et la production justifient le sens de son aventure, de sa présence sur cette terre? Le Chazon Ish était un homme de vérité. L'absurdité de cette entourloupe juridique ne lui avait pas échappé. Et c'est la raison pour laquelle il va aussi lutter pour remettre à l'honneur le respect de la Shemitah. Et encore une fois, on peut dire qu'aujourd'hui, il a gagné cette bataille, puisqu'aujourd'hui, les exigences du public qui devient de plus en plus religieux se sont croisées avec le respect grandissant des agriculteurs pour cette mitzvah. Un nombre croissant de gens ne prennent plus de produits en provenance de champs ou de vergers vendus à un non-juif durant l'année de Shemitah. Un des combats qu'il a fait connaître est aussi celui donc de l'enrôlement des jeunes filles dans l'armée. Quelle que soit la forme de ce service, l'opposition de l'ensemble des rabbinim et du public était totale, radicale. On ne voulait pas que les filles soient prises dans un cadre, dans un cercle militaire. La Torah interdit formellement à une femme de porter une arme, et le service civil exposait souvent les jeunes filles à se trouver en contact avec des hommes ou avec des femmes dont la pudeur n'était pas la première qualité. Donc le Chazon Ish fera connaître son point de vue. Il vaut mieux, dira-t-il, ouvrez les guillemets, se laisser tuer que d'envoyer une fille à l'armée. Sa décision fait grand bruit. Elle provoque une rencontre avec le Premier ministre de l'époque, David Ben Gurion. Rappelons bien qu'on est ici dans les années 50. Le peuple juif a été décimé par la Shoah. Le monde de la Torah est réduit à un petit nombre de familles. Obliger les jeunes filles à partir au service, c'est prendre leur âme, leur voler leur grâce, leur pureté, leur sainteté, en les exposant à la débauche, à l'impudeur qui règne dans les endroits où le gouvernement les enverra. C'est ce qu'écrit le Chazon Ish dans ses échanges de lettres avec les dirigeants politiques et religieux de l'époque. Le conflit entre le monde religieux et le monde laïque est donc, à cette époque-là, frontal. Le compromis semble extrêmement difficile, voire impossible à trouver. Comment faire? Eh bien, tout simplement que les deux parties décident de se parler et de faire un pas l'une vers l'autre. Le plus grand dirigeant spirituel du peuple juif et le leader politique laïque vont se rencontrer. Le Chazon Ish accepte de recevoir David Ben Gurion. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition consacrée aux grands personnages du peuple juif. Nous évoquerons dans cette émission cette rencontre et tout ce qu'elle a généré. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine édition.